Bon, alors c'est embêtant parce que je ne peux pas faire du direct avec YouTube. Bon, c'est pas grave. Donc je voulais profiter des nuages, les merveilleux nuages, pour, lire des extraits d'un livre que j'ai trouvé hier à la librairie De Natura Rerum chez Nicolas. Alors attention, comment est-ce que je peux poser ça pour qu'on profite des nuages? Faut que je tienne le téléphone, c'est pas très pratique ça. Alors en fait, les métamorphoses d'Ovide font l'objet depuis la fin des années 1980 de relectures critiques, de réécriture et de retraductions en anglais, en allemand et en français. Tiens, Chiara, il parle pas de l'italien. Qui les donne à lire comme une œuvre plurielle, plus autorisante qu'autoritaire. Autorisante, pas autoritaire. Cette lecture interroge de plus les liens de la mémoire et de l'oubli en convoquant certains des textes qui ont assuré la transmission de l'œuvre ovidienne. Ces textes, revenants, constituent un corpus intermédiaire dont le statut esthétique, théorique et mémoriel mérite d'être interrogé. Bon, ça c'est bête parce que j'ai sali le livre en le posant. Bon, alors. Ces textes revenant, constituent un corpus intermédiaire dont le statut esthétique, théorique et mémoriel mérite d'être interrogé. Il pose notamment la question des enjeux liés au genre, à la langue ou à la formation intellectuelle qui détermine également, au-delà d'un pluralisme théorique, la transmission des métamorphoses. Alors moi, ce qui m'a intéressée, en fait, dans ce livre, c'est le sous-titre. Le sous-titre, c'est « Une mémoire en déplacement ». Traduire et signifier. Page 68. C'est ici que nous pouvons retrouver et problématiser la figure de l'antonomase dont nous avons parlé plus haut. Partons pour cela d'un article très riche, celui d'Antoinette Novara, paru dans les actes d'un colloque consacré au pouvoir et sens de la nomination. Dans cet article intitulé « Sur des noms propres devenus noms communs à la suite de métamorphoses », remarque à partir du champ 10 des métamorphoses d'Ovide. Antoinette Novara analyse quelques-unes des métamorphoses qui font passer du nom propre au nom commun. Elle écrit « Les noms communs, ex-noms de personnes, sont la marque de reconnaissance d'une individualité originellement humaine, réincarnée, multiple et semblable dans l'espace et le temps. » Et dans cette perspective, elle s'intéresse notamment à la métamorphose d'Hyacinthe, aimée d'Apollon, en fleur. Avec cette fleur, qui conserve le nom d'Hyacinthe,
le jeune homme bénéficie d'une immortalité physique, oserais-je dire, différente de l'immortalité due au seul champ du souvenir, comme celle qui s'attache au nom d'Eurydice. Eurydice, quel magnifique personnage chez Racine. Alors, il semble bien que l'Hyacinthe, en tant que telle et à cause de son nom, apparaisse à ses yeux, d'Ovide, comme un hommage divin d'immortalité plus grand et plus durable, puisqu'ainsi se prolonge réellement la vie d'Hyacinthe. Bon. Pour lire le latin, n'en déplaise à quelques-uns. Ah! Je vais pas tomber quand même. Bon. On demandera peut-être... Oh là là, mais les nuages s'accumulent, qu'est-ce qui se passe là? On demandera peut-être à Xavier d'Arcos. Donc par sa métamorphose et la conservation de son nom, Hyacinthe pourra revivre éternellement chaque fois que sera prononcé le nom de la fleur, se reproduira l'hommage divin d'immortalité à l'égard de l'être aimé. Et si le langage en venait à être oublié, chaque saison nouvelle, chaque retour du printemps continuerait sans le savoir à témoigner de sa mémoire. Or, cet hommage divin d'immortalité, Antoinette Novara l'associe à un honneur rendu au nom. Le nom gardé du jeune homme par la fleur qu'il est devenu signifie l'identité dans l'essence en même temps que, nom commun à présent, il coïncide avec un honneur rendu au nom, assuré quasiment d'immortalité, comme le veut l'amour divin. Or, il faut redire ici ce que nous avons dit plus haut. Qu'en est-il dès lors que la traduction entre en jeu? Dès lors que le mot laurier latin ne garde rien du daphné grec? Dès lors que l'espèce animale ou végétale, censée pérenniser le nom d'un individu, porte quant à elle plusieurs noms? Faut-il penser que ces différents noms n'en forment en vérité qu'un? Faut-il penser que la langue ovidienne est au fond homogène? Antoinette Novara, ça tombe bien, n'est pas sourde à cette question. Elle relève elle-même combien Ovide joue avec cette poétique d'un honneur rendu au nom. De fait, sur ce modèle, il invente la légende de Cyparissus, mais surtout, toute proche de l'histoire d'Hyacinthe au livre 10, on trouve celle d'Adonis, aimé, quant à lui, et ce n'est pas rien, de Vénus. Pour n'avoir pas écouté les conseils de celle-ci, pour ne s'être pas suffisamment méfié des bêtes sauvages, il meurt blessé par un sanglier et se trouve métamorphosé en anémone. Adonis, anémone, où se trouve ici l'honneur rendu au nom